Então, Sidi é psicanalista, AME da EPFCL, França, é professor da Universidade de Toulouse, né? E ontem, então, ele nos contemplou, né, com uma intervenção da primeira parte das conferências dele aqui conosco sobre corpo, estrutura e discurso. O corpo na e para a psicanálise. Né? E hoje, né, como ele prometeu ontem, daria continuidade, então, a esse tema, né, falando sobre o corpo borromeano, o que enoda o corpo, a linguagem e ao gosto. Né? Então, é com muita atenção e prazer que estaremos, a partir de agora, lhe escutando, Cidi. Com você, a palavra. Merci, José Antonio. Donc, pour cette deuxième conférence, et aussi la dernière, j'interviendrai demain, mais dans le cadre de la table ronde. Donc, pour cette deuxième et dernière conférence, j'ai proposé un titre ambitieux, ou en tout cas, un titre qui peut faire dresser l'oreille et susciter la curiosité. Au fond, n'est-ce pas la fonction de tout titre d'un exposé ou d'une conférence? C'est-à-dire donner l'envie d'écouter ou de lire. Il se trouve que j'ai quand même pris la précaution de borner mon propos dans la mesure où je l'ai supplémenté d'un sous-titre, comme hier au demeurant. Et ce sous-titre, pardon, il est celui-ci, pardon, ce qui noue le corps et la jouissance, ce qui noue le corps au langage et à la jouissance. Ce qui, bien évidemment, nous propulse d'emblée dans la problématique ou dans ce qu'on appelle la perspective borroméenne. Avant d'entrer dans les développements que je vais vous proposer, je tiens à introduire un petit ajustement. Cet ajustement consiste à transformer ce qui se présente dans mon titre comme une affirmation en une question. Donc, passer d'une affirmation à une question. Et la question que je me suis posée, en effet, et à laquelle il me semble souhaitable que nous répondions ensemble est la suivante. Qu'est-ce qui noue le corps au langage et à la jouissance? Ce qui nous impose, bien sûr, de considérer que la structure de par-l'être ne procède pas d'une juxtaposition ou d'un empilement de différents éléments qu'on appelle ces éléments instances, appareils ou registres. Ça procède d'un nouage, d'où le terme ce qui noue le corps au langage et à la jouissance. Mais peut-on parler comme ça, tout de go, du corps en psychanalyse? Les psychanalystes, la question se pose, entendent-ils tous la même chose par ce mot de corps? Comment et au prix de quelles élaborations, au prix de quel aménagement, réduction, en sommes-nous arrivés nous-mêmes, après Lacan, à parler du corps et à lui donner un statut original en psychanalyse? Alors, voilà, à grands traits, ce à quoi j'aimerais consacrer cette seconde conférence.
Alors, je partirai pour mon premier développement de ceci. L'orientation lacanienne en psychanalyse impose non seulement de penser le corps, qui n'est pas simplement cette enveloppe matérielle de l'âme, mais de le placer au cœur, de le placer au centre même de la psychanalyse en tant que pratique et en tant que discours. Alors, cette position, il faut bien voir que nous ne sommes en mesure de la soutenir, d'une part, qu'à la condition de considérer que la psychanalyse a promu une conception non triviale du corps qui lui est aussi essentielle que la théorie du signifiant, et d'autre part, de réaliser que presque tout l'enseignement de Lacan en constitue la défense et l'illustration. Alors, ce que je vous dis là peut paraître un peu exagéré, hyperbolique, comme diraient les philosophes. Tellement nous avons été biberonnés à la structure de langage de l'inconscient. Alors, j'aimerais justement vous démontrer un petit peu, mais d'une manière différente qu'hier, qu'il y a comme une sorte de ruse de la raison dans cette affaire. À quoi avons-nous tendance à ramener l'enseignement de Lacan quand nous avons la charge d'y introduire des jeunes ou des novices? Je pense à ce qui se passe dans nos associations comme ce qui se passe un petit peu à l'université. Le plus souvent, ce que nous faisons, pour ne pas dire pour toujours, le plus souvent, ce à quoi nous introduisons les jeunes et les novices, c'est à la structure de langage de l'inconscient en nous orientant à partir de fonctions et champs de la parole et du langage et de l'instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison depuis Freud. Alors, c'est tout à fait intéressant. Et c'est une voie d'entrée des plus honorables à l'enseignement de Lacan. Mais il y a un inconvénient. Et je dirais que le seul inconvénient, c'est que ça manque de deux choses. Ce mode d'introduction à l'enseignement de Lacan manque de deux choses. La première chose que ça masque, et qui, pour le thème de ce colloque, nous importe beaucoup, ce sont l'intérêt de Lacan pour le corps et pour le moi, et ses élaborations sur le stade du miroir, dans les années 30, d'une part, et d'autre part, le fait que presque au même moment où Lacan met l'accent sur la parole et sur le langage, dans son discours de Rome, il prononce une petite conférence en juillet 1953 qu'il intitule « Le symbolique, l'imaginaire et le réel ». Alors, si je fais ce rappel, c'est justement pour attirer votre attention sur le fait que les trois de Lacan, comme il dit dans sa conférence au Venezuela, c'est-à-dire l'imaginaire, le symbolique et le réel, qu'il oppose aux trois de Freud, le ça, le moi, le surmoi. Les trois de Lacan étaient donc là en 1953. Ce n'est pas d'hier, mais dans un ordre sensiblement différent de ce qu'ils vont être à la fin, c'est-à-dire RSI, réel, symbolique, imaginaire. Donc il commence par le symbolique, l'imaginaire et le réel, et il termine par le réel, le symbolique et l'imaginaire. Alors, au fond, je dirais qu'avec cette indication, nous tenons déjà la substance de la thèse que j'essaye d'articuler pour vous dans cette conférence, à savoir
la question du corps et la question de son nouage à d'autres registres est loin d'être marginale dans l'enseignement de Lacan. Elle est liée au début et on la retrouve à la fin, et pour ainsi dire, d'une manière plus affirmée et plus décisive à la fin qu'au début. Je vais y revenir. Or, il se trouve que c'est l'approche qui a consisté à conjuguer la structure de langage de l'inconscient et le premier ternaire lacanien, symbolique, imaginaire, réel, qui a longtemps dominé, pour ainsi dire, ce que j'appellerais les études lacaniennes. Or, avec quel résultat? Quel résultat? Je dirais que cette perspective que je viens d'évoquer conduit, je n'invente ni ne vous apprends rien, à considérer qu'il n'y a pas un corps, mais des corps. Non pas un corps, mais des corps. Ou plus exactement, des statuts différentiels du corps dans l'expérience, statuts du corps qui épousent les registres dégagés par Lacan pour penser la psychanalyse. C'est ainsi qu'il s'est répandue l'idée qu'il existerait un corps symbolique, un corps imaginaire et un corps réel. Le corps symbolique, qu'il faut bien sûr distinguer du corps du symbolique, au sens où le symbolique est corps. Le corps symbolique correspondrait, vous le savez, au corps comme surface d'inscription, c'est-à-dire au corps comme lieu de retour des signifiants refoulés, donc très exactement au corps comme lieu du symptôme, tel que la clinique de l'hystérie a permis à Freud de le thématiser, affranchissant ce corps du corps de l'anatomie dont je parlais hier. Le corps imaginaire, quant à lui, dans cette perspective, serait celui qui se déduit de la représentation et de l'image dans le miroir. C'est aussi, bien sûr, le corps du narcissisme, celui donc que la libido investit. Enfin, toujours dans cette perspective dont j'essaie de vous retracer les grands traits, il y aurait également un corps réel, soit le corps du besoin ou le corps des besoins, le corps des orifices et des sources pulsionnelles. Excusez le caractère schématique de mon rappel, mais il est difficile de faire de la dentelle, comme on dit, dans l'espace très contraint d'une conférence. Eh bien, si j'ai fait ce bref rappel, c'est pour dire qu'on voit bien que cette tripartition du corps à partir des registres de l'imaginaire, du symbolique et du réel se heurte rapidement à des difficultés pour réaliser ce à quoi est destinée toute théorique, à savoir aider à penser l'expérience, en l'occurrence, pour nous aider à différencier les phénomènes de corps que nous rencontrons dans notre pratique
que nous appelions ces phénomènes de corps des affects, que nous les appelions symptômes, que nous les appelions émotions, inhibitions, phénomènes psychosomatiques ou affections organiques, etc. D'ailleurs, il ne s'agit pas seulement de les différencier abstraitement, phénomènes de corps. Il s'agit plutôt de penser la possible efficacité du dispositif analytique, c'est-à-dire de l'association libre et de l'interprétation, sur ces phénomènes de corps. Au fond, je dirais que nous tenons là le véritable enjeu de toutes, je dis bien toutes, les élaborations de Lacan relatives au corps. La tripartition donc, dont je parlais plus haut, dont je viens de parler, il faut bien le reconnaître, est extrêmement élégante et tout à fait maniable, au moins dans un premier abord de l'expérience psychanalytique. Mais très vite, son caractère très schématique, le caractère ultra schématique de cette tripartition saute aux yeux et on mesure combien il est difficile de rendre raison de la clinique psychanalytique du corps simplement à partir de cette distinction corps imaginaire, corps symbolique. Aussi donc, il va falloir à Lacan de très nombreuses années et des changements de perspective nombreux avant d'arriver à réordonner d'une manière plus satisfaisante la question du corps dans son rapport aux autres, au registre de l'être et de l'expérience psychanalytique. Disons ça comme ça, pour l'instant. Avant d'arriver à son point d'aboutissement, permettez-moi de dire un mot de ce qu'il aura fallu construire et établir avant de mettre à notre portée la conception juste à se faire du corps en psychanalyse. Il y eut bien sûr la première perspective qui a consisté en la mise en évidence des rapports du corps à l'image, le fameux stade ou la fameuse phase du miroir, tout le monde connaît. Puis des rapports du corps et du langage, voire de la détermination langagière du corps. Je ne vais pas le développer plus avant, je vais plutôt mettre l'accent sur les deux autres. Celle qui est relative, il en a été question tout à l'heure dans le débat avec Elisabeth et avec Bernard Nominet, donc celle relative à la jouissance et plus particulièrement à la pulsion que Lacan va définir à la fin de son enseignement comme l'écho dans le corps du fait qu'il y a un dire, voire jusqu'à faire du symptôme un événement de corps. C'est le deuxième point. Et celle qui se rapporte à la promotion du corps comme consistance imaginaire dans le nœud broméen. Ce que Lacan fait valoir dès lors, ce n'est pas simplement que le corps soit imaginaire, c'est-à-dire ce n'est pas simplement le statut du corps qui se déduit du stade du miroir, c'est que le corps c'est l'imaginaire.
le corps, c'est l'imaginaire, qu'on peut renverser, l'imaginaire, c'est le corps. Il me paraît nécessaire donc de passer par ce que Lacan articule du corps dans son rapport à la jouissance pour pouvoir répondre à la question du nouage de la parole au langage et à la jouissance. J'en viens donc à mon deuxième développement. Lorsque j'ai parlé plus haut d'une conception non triviale du corps chez Lacan, je pensais de manière très précise à la doctrine du corps qu'il propose vers les années 1970 dans son texte intitulé Radiophonie et dans le séminaire. Pronto, foi embora. E agora? Só um minuto, Cidi. A tradutora não está ali escutando. Só um minuto. Eu acho Marcelo, que agora ele já retornou já. por favor. O microfone. Marcelo, está me ouvindo? Espera aí. Vous m'entendez, Marcelo? Sim, agora, espera aí que... Só um minuto que estamos resolvendo esse fechou. problema com a tradução. Pronto. Pede o Cid para ativar o microfone. Ah, pardon. Oui. Isso, voltou. C'est bon, ça marche? Ok. Ça marche. Ok. Je peux poursuivre? Oui, oui. Bon, très bien. Donc, je disais que ce sur quoi je voulais mettre l'accent porte sur ce que j'ai appelé la conception non triviale du corps chez Lacan et qu'il va élaborer à partir de 1970 dans son texte intitulé Radiophonie et dans le séminaire contemporain de radiophonie, à savoir le séminaire 17, l'envers de la psychanalyse. Cette contemporanéité de la doctrine de Lacan sur le corps, de sa théorie du lien social, la doctrine dite des 4 discours, suffit à soi tout seul à s'arrêter quelque peu au concept de corps que Lacan forge pour la psychanalyse. Donc, en 1970, je dirais, malgré les efforts gigantesques qu'il a déployés depuis notamment le séminaire sur l'angoisse dont je parlais hier, l'enseignement de Lacan a été réduit par sa réception et sa perception extérieure à fonction et champ de la parole et du langage, à l'instant, c'est-à-dire vraiment au langage. Je l'ai dit hier, soit à la structure de langage de l'inconscient et aux lois de métaphore et de métonymie. Il s'en déduisait une conception de la psychanalyse qui semblait faire passer le corps par pertes et profits et qui allait jusqu'à ignorer les affects. C'est l'idée que les adversaires de Lacan se faisaient de son enseignement ou en disaient. D'où l'intervention de Lacan en 1970 pour faire valoir un certain nombre de choses. Donc, posant la question, pourquoi Lacan revient sur cette question du corps et pour faire valoir quoi? Pour faire valoir, dirais-je, que rien de ce que lui, Lacan, a avancé jusque-là dans la psychanalyse, du langage et de ses effets, ne saurait se concevoir sans le corps, sans le support du corps comme lieu de la voix, de la mémoire, des effets de signifié et des effets de jouissance. C'est-à-dire, sans le corps, on ne peut pas avoir idée de ce que sont le plaisir,
le déplaisir, la satisfaction, la souffrance, la douleur. En effet, il suffit de prendre les choses par le bout de la phénoménologie de l'expérience psychique. Je veux dire par ce qui s'observe dans chaque séance d'analyse pour s'en convaincre. Ce qui pousse un sujet à consulter un psychanalyste, c'est rarement, pour ne dire jamais, le désir de se mieux connaître. Ce qui pousse le plus souvent, pour ne pas dire toujours, un sujet à consulter un psychanalyste, vous le savez, c'est un dérèglement, une rupture de l'homéostasie subjectivante, des ratés dans l'économie de sa jouissance. C'est-à-dire que ce sont toujours des répétitions douloureuses, des compulsions et des impulsions immaîtrisées, des sentiments d'insatisfaction ou d'impuissance, des phénomènes corporels ou mentaux paradoxaux, absurdes ou subjectivement opaques, mais qui tous se ressentent au niveau du corps, au niveau du rapport du sujet à son corps. Alors, ces manifestations diverses s'ordonnent aisément à partir du fameux ternaire dont Freud fit le titre d'un de ses fameux ouvrages, Inhibition, symptômes, angoisse. Qu'est-ce qui, de l'inhibition, du symptôme ou de l'angoisse, peut se concevoir sans le corps qui supporte le paraître? Alors, on peut certes intellectualiser jusqu'à plus de soif et articuler l'inhibition, le symptôme et l'angoisse aux grandes questions kantiennes. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Lacan lui-même a pu le faire à l'occasion dans la dernière partie de sa télévision. Dans cette perspective, on voit bien quand même que le symptôme, en tant que retour du refoulé, a à voir avec le savoir, a à voir avec le « je n'en veux rien savoir », en quoi consiste le refoulement. De même, l'inhibition, en tant que limitation fonctionnelle du moi, relève toujours du faire, et ce sur son versant négatif, c'est-à-dire que ça renvoie au « je ne peux pas », « je n'y arrive pas », avec le renoncement qui signe sa marque. Enfin, l'angoisse, pour terminer, le ternaire freudien, l'angoisse en tant qu'attente anxieuse de l'événement introduit le parlant à la dimension du temps, des effets et, in fine, à une possible subjectivation de la mort. Bon, je disais hier que c'était au fond l'absence du corps, l'absence. Mais ce qu'aucune philosophie ne saurait effacer, même si elle peut tenter de l'éviter, de le contourner ou de l'ignorer. Ce qu'aucune philosophie ne saurait effacer, c'est l'implication fondamentale du corps dans chacune de ces manifestations que je viens d'évoquer. Au point que le syntagme qui a été forgé par Lacan
pour le seul symptôme, à savoir événement de corps, me semble pouvoir s'étendre sans conteste à l'ensemble des phénomènes que j'ai rappelés, l'inhibition, le symptôme comme l'angoisse. Eh bien, si tout ce que je viens de proposer, ou simplement de rappeler, puisque ce n'est qu'un rappel, est juste, on conviendra que Lacan était fondé à faire retour sur cette question du corps. Et tout d'abord pour démontrer qu'il n'ignore ni ne méconnaît le corps, bien au contraire. Ce avec quoi Lacan a rompu, c'est avec une certaine idée du corps et avec la conception spontanée et naïve qui considère le corps comme une donnée brute et immédiate. Alors, je dirais que cette conception serait plutôt la conception que la psychologie se fait du corps, en confondant, je l'ai rappelé hier, le corps et l'organisme. C'est également une certaine conception qu'on peut retrouver du côté d'une certaine phénoménologie qui laisse impenser cette différence entre le corps et l'organisme. Disons que Lacan, au moins dans cette partie de son enseignement qui commence en 1970, va lui procéder autrement, différemment. Il part de hypothèse vérifiée par la clinique, que le corps chez l'être parlant serait un effet plutôt qu'un donné. Plus précisément, le corps serait pour lui le produit d'un procès de symbolisation et d'investissement libidinal de l'organisme. Dès lors, la psychanalyse est en mesure de formuler des questions jamais venues au jour pour la psychologie. Quelles sont-elles, ces questions? J'en retiens au moins 3. Qu'est-ce qu'un corps? Comment un corps se constitue-t-il? Deuxième question. Et enfin, dans quel registre de l'être et de l'expérience humaine, symbolique, réelle, imaginaire, s'inscrit-il? Alors, ces questions, comme toutes celles qui sont déterminantes en psychanalyse, sont bien sûr corrélées à celles de l'autre et à celles de la jouissance. Les catégories d'autres, de symbolique, de langage, de jouissance et d'objet vont constituer les opérateurs essentiels de cette élaboration. J'en viens donc maintenant aux thèses qui me semblent les plus novatrices de Lacan dans sa radiophonie, que je tiens pour ma part comme le texte de référence. On peut décomposer son articulation très dense en 2 propositions majeures. La première, je la formulerai de la manière suivante. Pour tout par l'être, le vrai corps, le premier corps, c'est le corps des signifiants, le corps du symbolique, c'est-à-dire le langage. Deuxième proposition, qui se déduit de cette première, le langage est corps qui donne corps. Le langage est corps qui donne corps. Et croyez-moi, ce n'est pas un vain jeu de mots. Ce n'est pas un vain jeu de mots, puisque ça veut dire
très précisément que le vrai corps humain, donc versus organisme, le corps qui est capable de jouissance, le corps qui est apte à l'amour et au désir, est une attribution langagière, c'est-à-dire tout le contraire d'une donnée naturelle immédiate. La thèse la plus radicale que la psychanalyse se soit autorisée à formuler sur le corps s'énonce donc: c'est le corps du symbolique qui fait le corps entendu au sens naïf. Cette deuxième partie de la phrase est une citation de... Alors, incorporation. Incorporation est le nom de l'opération par laquelle se réalise, par laquelle s'effectue le corps du par-l'être, en tant que cette opération de l'incorporation assure le passage du symbolique dans l'organisme qu'il convertit en corps. En conséquence de quoi, une fois incorporé, le corps du symbolique devient incorporel, attestant ainsi que le symbolique tient au corps, que le symbolique est corps, c'est-à-dire qu'il est groupement et articulation. J'ajouterais que si incorporel, le symbolique fait la réalité, c'est comme incorporé que la structure, je cite Lacan, fait l'affect, soit l'effet sur le corps d'un dire. Alors, ce que nous appelons communément l'affect, dont vous connaissez toutes les figures, en particulier les figures lacaniennes, depuis l'ouvrage de Ed Soler sur les affects lacaniens. Donc, l'affect n'est donc, dans cette perspective, n'en déplaise à André Green, pas simplement un phénomène énergétique ou un phénomène infralinguistique. L'affect résulte de ce qu'incorporait la structure, c'est-à-dire le langage, affecte, de cette subordination du corps de langage. Lacan va donc conclure que du corps, il est second, soit mort ou vif. Du corps, il est second, qu'il soit mort ou vif. Alors, une telle affirmation ne manque pas de surprendre, parce que nous tenons quand même à ce que notre corps, notre petit corps, il soit bien vivant. Alors, surtout, ça peut surprendre, surtout si elle est entendue au sens banal de cette expression, c'est-à-dire que pour un sujet déterminé, c'est quand même ça, la thèse que Lacan propose, pour un sujet déterminé, il est second que son corps soit mort ou vif. Ce n'est pas du tout ça qu'il dit. Mais ce serait justement là un lourd contresens que de l'entendre ainsi. Cet énoncé que je viens de prononcer, que je viens de proposer, ne s'éclaire en effet qu'à être rapporté aux considérations développées sur la sépulture, que vous connaissez sans doute par cœur, puisque Radiophonie a été traduite. Donc, permettez-moi de rappeler les quelques lignes où Lacan évoque la question de la sépulture. Il écrit ceci, je ne sais pas si les traducteurs ont à côté d'eux la traduction de Radiophonie, puisque de traduire des phrases comme ça en improvisant, ce n'est pas facile. Donc je cite Lacan: qui ne sait le point critique
dont nous datons dans l'homme l'être parlant, la sépulture, soit ou d'une espèce, affirme qu'au contraire d'aucune autre, le corps mort y garde ce qui au vivant donnait le caractère corps. Corpse reste, ne devient charogne, le corps qu'habitait la parole, que le langage corpsifié. Je reprends pour aider la traduction si je suis allé trop vite. Qui ne sait le point critique dont nous datons dans l'homme l'être parlant, la sépulture, soit ou d'une espèce, affirme qu'au contraire d'aucune autre, le corps mort y garde ce qui au vivant donnait le caractère corps. Corpse reste, ne devient charogne, le corps qu'habitait la parole, que le langage corpsifié. Alors, ce que je peux dire de ce passage, c'est que du corps d'un être parlant, du corps un qui habitait la parole, la mort, au sens du terme, de la fin, la finitude. La mort ne retire que la vie, si je puis dire, c'est-à-dire l'aptitude de ce vivant à jouir. Elle ne peut lui retirer aucun autre attribut, aucun autre des attributs qu'il tient du langage. Et tout ce qu'un tel corps tient de sa corpsification par le langage perdure au-delà de la limite de la mort, voire s'accroît. Il s'en déduit que le corps, entendu au sens psychanalytique du terme, le corps donc, n'est ni identifiable, ni réductible au vivant à partir duquel il s'effectue, parce que même mort, il reste un corps, il reste le corps d'un par-l'être. Cette distance mise entre le support réel, c'est-à-dire le vivant, et le corps corpsifié par l'incorporation du corps symbolique, va conduire Lacan à définir le corps principalement à partir de sa détermination symbolique. C'est pourquoi il écrira le corps à le prendre au sérieux, le corps à le prendre au sérieux est d'abord ce qui peut porter la marque propre à le ranger dans une suite de signes. Et il ajoute, dès cette marque, il est support de la relation, non éventuelle, mais nécessaire. Dès cette marque, il est support de la relation non éventuelle, mais nécessaire, car c'est encore le supporter que de s'y soustraire. Fin de citation. Ainsi, pour la psychanalyse, le corps est d'abord surface d'inscription. En tant que tel, il reçoit une marque, ce qu'on a l'habitude d'appeler trait unaire, qui l'élève à une fonction signifiante qui transcende son être de vivant.
Et donc, dès l'inscription de cette marque sur le corps, ce dernier accède à son statut de support de la relation du sujet à lui-même, c'est-à-dire à son image, à son nom, à sa jouissance, à son image, à son nom, à sa jouissance, et du sujet à l'autre, aux autres, c'est-à-dire aux différents partenaires de la relation sociale ou de la relation sexuelle. Alors, c'est cette implication nécessaire, non contingente du corps comme support de la relation qui fera, entre autres, le prix des catégories comme celle de jouissance ou de discours. Et donc, par conséquent, il va faire le prix de la catégorie de symptômes en psychanalyse. Supporter la relation ne veut nullement dire la supporter sur le mode exclusif de la présence, puisqu'on peut aussi bien la supporter, cette relation, sur le mode de s'y soustraire à cette relation. L'hystérique, ici, peut en porter témoignage de savoir ce qu'est un lien qui ne se soutient que de ce que elle, l'hystérique, y dérobe comme objet. C'est toute question du refus du corps et de servir comme objet à la jouissance de l'autre dans la clinique de l'hystérie. Alors, cette soustraction permet d'introduire ce que j'appellerais un mode d'efficace du corps comme manquant, du corps comme corps retiré, comme corps voilé ou comme corps refusé, mais néanmoins comme support d'un lien. C'est cette notion de soustraction qui constitue, me semble-t-il, la clé du passage du corps comme signifiant, du corps comme comptable et comme surface d'inscription, au corps comme grand autre, c'est-à-dire au corps qu'on peut symboliser par l'écriture du moins un. Comme le disait Lacan dans la radiophonie toujours, d'avant toute date. Moins un désigne le lieu du grand autre par Lacan, de l'un à moins. Le lit se fait à l'intrusion qui avance de l'exclusion, c'est le signifiant même. Alors, il me semble que nous tenons là, malgré les difficultés que nous n'allons pas pouvoir résoudre dans le cadre de cette conférence. Vous aurez sans doute l'occasion de rediscuter dans les cartels, dans vos différents dispositifs de travail. Il me semble que nous tenons ici le statut du corps dans son rapport au savoir et à la jouissance. Là aussi, de l'exposé de Bernard Nominet et d'Elisabeth Palmer tout à l'heure, en même temps qu'une définition du grand autre. Cette localisation du corps est tout à fait congruente avec ce que Lacan disait du corps en 1967, tiers au-delà dans ses rapports à la jouissance et au savoir, le corps fait le lit du grand autre par l'opération du signifiant. Alors, sur le fond, on peut dire que le processus reste le même. Par l'incorporation du corps du symbolique, l'organisme se corpsifie. L'organisme devient corps, porte par l'aile. De cette opération constitutive du corps,
non seulement celui-ci se trouve marqué, hein, porter une marque d'appartenance et ou marque érotique par exemple, mais également vient faire le lit du grand autre, ce lit par quoi se réalise la métaphore du grand autre, c'est-à-dire la substitution du grand autre à ce que Lacan a d'abord appelé la chose, hein, avec des majuscules. L'effet de cette opération est de morcellement du corps et de sa jouissance, qui, à proprement parler, le déserte pour se réfugier et pour se condenser dans des chutes, ce que j'appelais encore hier des contingences corporelles. Hein, Angela, n'est-ce pas? Les contingences corporelles qui se constituent à partir de cette constitution, contingences corporelles que sont les différentes figures de l'objet petit a, c'est-à-dire le sein, l'excrément, la voix, le regard. J'en viens maintenant à mon troisième développement, dont le précédent constituait une forme de réquisite. Et il va s'agir d'y examiner ce qu'il en est du corps dès lors qu'on passe de sa constitution et de sa structure, hein, donc, et de la structure du corps, à ce qu'il en est de sa fonction, notamment de sa fonction dans le lien social. Alors, pour aller vite, je dirais qu'il s'agit de faire le saut nécessaire du passage du savoir inconscient aussi bien, puisque l'inconscient est savoir, du savoir comme lien entre les signifiants, au discours qui est quant à lui un lien entre des corps. C'est la grande différence entre l'inconscient ou la structure de langage et la structure de discours. Pour le langage, pour l'inconscient, on a affaire à un lien entre les signifiants. Là, on va dire qu'il y a une copulation des signifiants dans l'inconscient, dans les discours, il s'agit de liens entre les corps. Définition à retenir qui supplémente e que donne sa portée. Pode. Não só pode, como deve. Définition, disais-je, à retenir, qui supplémente et qui donne toute sa portée, celle plus commune de lien social fondé par le langage. Et c'est la psychanalyse qui le démontre. En effet, l'analyse ne serait pas l'expérience freudienne qu'elle est, c'est-à-dire une expérience de l'inconscient, mais en tant que sa réalité. Si la fonction signifiante du corps celle que Freud établissait déjà à partir de la clinique conversion hystérique, si son statut d'autre, à cette inscription notamment, y épuisait son sens et sa signification. Alors, je dirais que l'on se place du point de vue de l'expérience analytique, du discours analytique ou du procès de subjectivation, du procès de constitution d'un sujet humain. L'altérité du corps ne se traduit pas exclusivement dans les termes du corps du sujet. C'est que, en tant que support de la relation, comme je disais tout à l'heure, le corps du sujet a toujours affaire au corps de l'autre ou au corps d'un autre. Autrement dit,
que le corps soit autre, avec un grand A, hein, c'est-à-dire qu'il y ait une altérité du corps, pour le sujet, n'efface pas la question de ce qu'il en est du corps de l'autre et de la jouissance réelle ou supposée de ce corps. C'est à ce point que se situe, à mon sens, en psychanalyse, l'énigme fondamentale liée à son réel propre, celui de l'inexistence du rapport. N'est-ce pas aussi le point d'où se lève l'interrogation relative au désir qui conduit des sujets, hein, que ce soit vous ou moi, à vouer leur vie de travail à allonger des corps pour que s'enlève un dire qui vaille. Mais ceci nous conduira trop loin. Essayons de faire un pas supplémentaire. Je l'ai déjà évoqué. Le nouage du corps et du discours est de départ. En effet, ce qu'il appelle discours n'est ni un lien naturel, ni un lien grégaire. S'il le définit, si Lacan définit le discours comme un lien et non pas comme un rapport, c'est bien parce que le lien est ce qui assure la coexistence synchronique de deux ou plusieurs termes. Et s'il l'appelle lien social et pas simplement lien de langage, c'est dans la mesure où les termes dont il assure la coexistence synchronique ne sont pas de purs signifiants, mais des corps. Autrement dit, j'insiste pour préciser ma pensée, autrement dit, l'agent d'un discours et l'autre du discours dans ce que Lacan considère comme des discours fondamentaux sont toujours portés par des corps. Enlever les corps et il n'y a plus de discours au sens véritable. La preuve, c'est le discours capitaliste, où il n'y a pas un corps du côté du S2. Et lorsque ce n'est pas le cas, comme dans le discours de la science, et comme dans le discours capitaliste, dans le discours de la science, ou dans le discours capitaliste, eh bien, on a affaire à des discours qui, justement, ne font pas. Dès lors, ma thèse se précise. La question du corps dans le discours, c'est d'abord et avant tout la question de la présence corporelle, c'est-à-dire la question de la pulsion et la question des jouissances. À ces questions de la pulsion et des jouissances, on s'accordera facilement pour reconnaître que les discours fondamentaux isolés par Lacan les prennent convenablement en charge, voire constituent les modes appropriés de traitement. Dès lors, ce ne sont pas ces discours fondamentaux qui sont les plus à même de nous aider à saisir ce qu'il en est du corps dans notre modernité, dans notre postmodernité, dont la détermination discursive est davantage à rechercher du côté du discours de la science et du discours capitaliste que je viens d'évoquer. Pour saisir le sacré déplacement opéré par Lacan, ou en tout cas en passe de l'être, le sacré déplacement opéré,
ou en tout cas en passe de l'être, par Lacan, il suffit de rappeler ce que fut cette présence corporelle, essentiellement présence du corps dans et par la parole, c'est-à-dire dans la relation, notamment la relation analytique, présence du corps dans le sexuel, dans la rencontre de l'autre sexe, dans l'amour. Je ne fais pas référence là à la différence de genre. Présence enfin du corps dans et par le travail, dans les liens de travail, dans l'économie. Alors, cette présence, est-il besoin de le rappeler, était appendue à un autre fort consistant qui n'est plus tout à fait de mise aujourd'hui. Et ils étaient appendus à un état de la technoscience qui n'était pas un état de produire et de soutenir ce qu'il faut bien appeler la virtualisation des liens, dont notre conférence d'aujourd'hui et l'organisation de votre 5e colloque constitue une forme d'illustration, puisque vous êtes à Bahia ou à Brasilia ou à Rio de Janeiro et je suis moi dans mon cabinet à Toulouse. Alors, donc, j'en viens au 4e point, 5e point de mon exposé, pour dire que paradoxalement, c'est au seuil de ce que le postmodernisme et le néolibéralisme commençaient à produire sur les discours et les corps que Lacan va promouvoir ce que nous appelons maintenant communément la perspective ou le paradigme borroméen de son enseignement. La question décisive me semble être la suivante. Que change la perspective borroméenne dans l'agencement des corps et des autres éléments de la structure du parler? Eh bien, à cette question, je le reconnais, fort difficile en réalité, on peut répondre très simplement en disant ceci. En disant d'abord que la perspective borroméenne, qui est très à la mode dans nos milieux, où le paradigme borroméen change effectivement, change réellement quelque chose à ce qu'il en est du corps, à ce qu'il en est du statut du corps en psychanalyse. Alors, toute la question, c'est de savoir en quoi ça change quelque chose, le statut du corps. Eh bien, je dirais que ce changement consiste, à mon sens, en une réduction du corps à l'imaginaire. Réduction du corps à l'imaginaire. Cette réduction, qui peut passer comme lettre à la poste, tellement nous avons baigné dans l'usage d'expressions comme image du corps, comme corps imaginaire. Cette réduction donc est en réalité une sorte de révolution théorique. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce une révolution théorique que de ramener ou de définir le corps comme imaginaire et non pas comme symbolique? Pourquoi? Je répondrai de la manière suivante. Parce que réduire le corps à l'imaginaire, c'est réduire le corps à une seule des 3 consistances qui font le support du parler. C'est-à-dire qu'on passe de ce que je disais au début de ma conférence, l'idée qu'il y aurait un corps imaginaire, un corps symbolique et un corps réel, à l'idée que l'imaginaire et le corps, c'est la même chose, et donc qu'on ne peut plus parler de corps symbolique ou de corps réel. Le corps, c'est
l'imaginaire. C'est ce point-là qui est à la fois difficile et tout à fait essentiel à comprendre et à élaborer. Alors, je dirais que dire que le corps, c'est l'imaginaire, ou que l'imaginaire, c'est le corps, il me semble que les deux propositions sont en réalité équivalentes. C'est d'abord sortir de la confusion que je dénonçais déjà hier dans ma première conférence, la confusion entre l'imaginaire, l'organisme, pardon, et le corps, qui ouvre sur beaucoup de dérives théoriques. Alors, dire que le corps, c'est l'imaginaire, c'est également sortir de l'idée du corps comme symbolique, du corps comme simple surface d'inscription, malgré l'importance que ça a pu avoir dans l'enseignement de la. Que le corps soit l'imaginaire peut et doit s'entendre au moins en deux sens, selon ma compréhension. Il doit s'entendre d'abord au sens négatif que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que le corps, ce n'est ni l'organisme vivant, ni pure surface d'inscription de signifiant ou de l'être. Mais cette proposition elle-même doit s'entendre surtout en un sens, cette fois, positif, que je formulerai de la manière suivante. Le concept de corps, subsume pour le dernier Lacan tout ce qui, du par l'être, relève de l'image, de la représentation, du moi et de ses limites, du narcissisme, voire de l'identité. Je reprends, puisque c'est le point peut-être central de mon exposé, le concept de corps subsume, pour le dernier Lacan, tout ce qui, du par l'être, relève de l'image, de la représentation, du moi et des limites du moi, du narcissisme, voire de l'identité. Alors, tout le monde sait que pour en arriver là, Lacan a dû mettre en cause quelque chose qui était structurant de son premier enseignement, à savoir la dissymétrie et la non-équivalence entre les trois registres de l'imaginaire, du symbolique et du réel. D'ailleurs, comme vous le savez sans doute, tant que le symbolique était le registre dominant et l'imaginaire et le réel, les registres subordonnés sur le modèle de l'algorithme signifiant sur signifié, la question se posait de leur articulation, pas de leur nouage. Comment ça s'articulait? On disait, on était dans une perspective qui donnait la primauté, donc l'articulation. C'est donc bien la considération de l'équivalence des trois registres et l'introduction du nœud borroméen qui vont conduire Lacan à la question que nous faisons nôtre aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qui noue le corps au langage et à la jouissance. Qu'est-ce qui noue le corps au langage et à la jouissance? Ou, dit autrement, puisque l'équivalence entre corps et imaginaire me semble établie, ou en tout cas au moins posée, qu'est-ce qui noue l'imaginaire au symbolique, c'est-à-dire au langage, et au réel, c'est-à-dire à la jouissance? Poser la question sous cette forme atteste déjà à minima de deux choses. La possibilité d'un nouage et la possibilité d'un non-nouage ou d'un dénouage.
n'est-ce pas, au fond, l'enjeu de tous les derniers séminaires de Lacan, en tout cas au moins depuis RSI, en 1974-75, et du séminaire Le Symptôme, 1975-1976. Alors, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde sait, tout le monde croit savoir que l'ambition de Lacan fut de tenter une autre solution que celle qu'il imputait à Freud, c'est-à-dire de promouvoir un nouage à trois du réel, du imaginaire, qui se passerait d'un en plus, d'un un en plus, autrement dit, d'un quatrième terme. C'était, pour ainsi dire, le projet de départ de RSI, projet qui, vous le savez, sera assez rapidement abandonné, tout simplement parce que, d'une certaine manière, la clinique psychanalytique y objecte, en tout cas la clinique des névroses. Faut-il pour autant revenir à la solution freudienne et considérer que seule la solution religieuse, c'est-à-dire le complexe d'Oedipe, où le nouage par le nom du Père peut assurer le nouage des trois registres du parallèle. C'est peut-être sur ce point, plus que sur tout autre, que la solution lacanienne, me semble-t-il, se détache de la freudienne. Rester à la solution religieuse, c'est-à-dire à la solution oedipienne, c'est, d'une certaine manière, reconduire la névrose, ni plus, ni moins. Et s'il y a véritablement un au-delà du complexe, un au-delà de l'Oedipe, c'est à ce point qu'il s'impose comme solution qui transcende la solution paternelle. Tout ce qui précède me conduit à la réponse que je propose et que je soumets à la discussion donc. Ce qui noue le corps, c'est-à-dire l'imaginaire, au langage et à la jouissance, n'est et ne peut être que le symptôme. Pas n'importe quel symptôme, bien sûr, dans la mesure où le terme de symptôme s'entend en plusieurs sens en psychanalyse. Nous le savons tous. Ce qui noue le corps au langage et à la jouissance, c'est cette guise du symptôme que Lacan finira par appeler événement de corps, ce qui est loin de vouloir dire événement imaginaire, au sens où l'imaginaire ne serait que pure représentation. C'est événement de corps, mais au sens où le corps, c'est la consistance imaginaire dans le nœud du par-l'être. Alors, le symptôme en tant qu'événement de corps veut dire la compréhension que j'en ai. Donc, je soumets bien sûr à votre appréciation et à la discussion. Le symptôme en tant qu'événement de corps veut dire que le symptôme, tout symptôme digne de ce nom, est un phénomène qui touche à l'activité pulsionnelle. Tout symptôme digne de ce nom est un phénomène qui touche à l'activité pulsionnelle. C'est même pourquoi, ajouterais-je, que corps s'entend en psychanalyse, et le corps tel qu'on l'entend en psychanalyse, c'est le corps pulsionnel. D'ailleurs, on voit bien sur le plan clinique
que cette définition du symptôme comme événement de corps, ne vaut pas que pour la seule hystérie de conversion ou la seule hystérie d'angoisse, la phobie. Elle vaut, cette définition, elle vaut autant pour rester dans ce mode d'assujettissement à la structure qu'est la névrose, pour l'obsession, la névrose obsessionnelle, qui est pourtant plutôt présentée comme une forme de cisaille dans la pensée. Le doute du névrosé obsessionnel ne fonctionne pas comme une simple activité purement idéative. Vous savez, il suffit d'avoir eu en analyse un obsessionnel pour savoir que le doute est chez lui presque toujours accompagné d'une activité motrice intense, compter les pas quand il marche, quand il monte ou descend un escalier, vérifier compulsivement le gaz, aller refermer de nombreuses fois la porte ou les fenêtres, etc., etc. Ce n'est pas simplement quelque chose qui se passe dans la tête, ça mobilise le corps, il y a une activité fonctionnelle qui est liée au symptôme. Il y a donc, dirais-je, il y a donc toujours en jeu, au niveau de la forme du symptôme, une activité. On pourrait multiplier les exemples. Alors, je ne peux pas terminer cette conférence, cette deuxième et dernière conférence, en taisant ou en me taisant sur le fait que ce nouage du corps, du langage et de la jouissance fait apparaître aussi une chose que malheureusement les psychanalystes ont eu tendance à négliger, à méconnaître ou à dénier, voire à dédaigner. Il s'agit de ce qu'il faut bien appeler la dimension ou le statut politique du corps. Que le corps relève du registre de l'imaginaire, voire se confond avec lui, voire se confond avec le registre de l'imaginaire dans la topologie du par-l'être, ne doit pas nous faire perdre de vue que si nous avons un corps et que ce corps, nous ne le sommes pas, comme je le disais hier, au sens où nous ne sommes pas réductibles à notre corps, nous devons néanmoins prendre la mesure de ceci, que c'est malgré tout par notre corps qu'on peut nous avoir. Nous avons un corps, mais c'est avec le corps qu'on peut nous avoir. Je ne sais pas comment ça peut être rendu en portugais. Mais aussi et surtout que le corps, si essentiel, je n'ai pas arrêté d'y insister, dans notre pratique et dans le discours que nous servons, le discours psychanalytique, mais aussi et surtout donc que le corps l'est autant, sinon davantage, dans le discours du maître, c'est-à-dire dans la politique. Que l'on prenne les choses par l'économie, c'est-à-dire par le travail, et donc par la force du travail, et donc par la classe sociale à laquelle on appartient, celle qui travaille ou celle qui ne travaille pas. Qu'on prenne la question par le sexe, le genre, qu'on le prenne par la race, ou ce qu'on appelle la race. Qu'on prenne les choses donc, sous ces différents aspects, on peut dire que la question du corps est présente à tous les niveaux, je dis bien tous les niveaux de la politique. Au point qu'on pourrait être fondé à penser que toute politique est dans son fond une biopolitique. Formule
justement utilisé par Michel Foucault ou par Giorgio Agamben. De manière plus inquiétante, la pandémie que nous vivons actuellement, que nous vivons encore, et que vous vivez peut-être encore plus douloureusement au Brésil que ce que nous vivons ici en France. On voit bien que ce sont les corps et les rapports au corps et entre les corps qui sont affectés ou qui pâtissent. Entre enfermement des corps pour cause d'urgence sanitaire afin qu'ils puissent reprendre le travail le plus rapidement possible dans les régimes les plus raisonnables, ou le déni de la réalité de la pandémie et le sacrifice sur l'autel de l'économie et de la croissance de ceux qui ne peuvent se protéger, là où des ennemis du genre humain, pour reprendre une expression de Lacan, et une certaine folie règne, comme malheureusement c'est le cas dans votre cher Brésil. Pour conclure, je dirais qu'il serait sans doute difficile de ramener la psychanalyse à une pratique ou à un simple usage des corps. Et d'ailleurs, il n'est pas souhaitable qu'elle le soit. Néanmoins, en tant que pratique et en tant que discours, et même lorsque Freud l'envisageait seulement comme talking cure et Lacan comme pratique de la fonction de la parole et du langage, la psychanalyse est fondamentalement enracinée dans le corps. La psychanalyse requiert la rencontre des corps et opère avec, par son mode d'efficace propre, sur les corps. Il reste que, et le diagnostic est unanime, ce qui nous interpelle désormais, ce n'est plus la seule dimension subjective et individuelle des corps, c'est comme objet et enjeu politique que la question du corps s'impose à nous, dans notre clinique, mais aussi dans le social et dans la politique, qui, ne l'oublions pas, conditionne notre clinique. Vous savez que dans certains pays, en raison justement des liens sociaux et du type de politique qui prévaut, la psychanalyse peut exister ou non. Donc, il ne faut jamais oublier le lien entre la clinique et la politique. Une telle orientation, et quelle orientation, de la psychanalyse peut mieux relever, cette question, ce défi, que le champ lacanien des jouissances et de ces régulations discursives que nous représentons en tant qu'association et en tant qu'école. Je vous remercie de votre attention. Obrigado. Obrigado. E Augusto, por favor, vamos abrir o microfone de Augusto ou não? Marcelos? Vamos sim, já estou Aí, abrindo. eu abri. Estão me Pronto, aí. ouvindo? Agora sim. Tudo ótimo. Augusto, aí Beleza. tradução frase a frase, falando Sim. um pouco mais alto, Augusto, aí a gente te escuta bem, tá? Muito obrigado. Ok. La traduction a pu se faire? Les traducteurs m'entendaient? Oui, 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 très parfois, bien. tellement qu'on vous a baissé la tête. Ah. Je pas très suis bien. désolé. Bon, ouais. Mais Il fallait me le signaler. dans l'ensemble, je crois que ça Ah, passé, bon, parfait. En tout cas, merci pour votre traduction, je vous en prie. parce que ce n'est pas toujours très facile. Augusto, poderia traduzir para a gente, por favor? Sim, traduzir o quê? O que Cidi acabou de falar. Ah, desculpe.
Ele perguntou se a tradução, se ele estava sendo ouvido pela tradutora. Ela respondeu que alguns finais de frase ficavam não podiam ser entendidos, mas que no conjunto tudo deu certo. E ele agradeceu. Je n'ai pas la traduction. J'ai entendu que ma voix baissait à la fin des phrases, mais c'est tout ce que j'ai compris de ce que disait Augusto. Ah, très bien. Bon, ça suffit? Ça suffit. Il a dédié en portugais, nous avions parlé. Ouais, très bien. Voilà. Bien, Ok. en tout cas, merci de votre attention. Je vous en prie. Je renouvelle mes remerciements pour votre invitation et pour l'occasion qui m'a été donnée de dire ces quelques mots. E pela ocasião que me foi dada de dizer essas poucas palavras. Voilà, sur cette question du corps. Sobre essa questão do corpo borromiano. Muito bem. Nós aqui lhe agradecemos, Sidi. C'est nous qui vous remercions, Sidi. Por sua, eu diria, excelente conferência. De votre excellente conférence. Por suas excelentes conferências. De vos excellentes conférences. Nos levou a fazer todo um percurso. Que nous a conduit à faire tout un parcours sobre sur que corpo se trata na psicanálise. De quel corps s'agit-il en psychanalyse? Agradecemos muito a sua contribuição no nosso estudo. Votre contribution à notre étude. Não é? Diria que Je dirais que a sua fala de ontem votre intervention d'hier e de hoje et celle d'aujourd'hui coloca a psicanálise place la psychanalyse à altura do seu tempo. À la hauteur de son temps. Né? Principalmente, não é? Surtout, quando você, ao finalizar hoje a sua conferência, votre conférence, nos aponta a necessidade nous montre la nécessité, le besoin de pensar também de penser corpo aussi na política, le corps à la politique e a psicanálise nessa relação do tratamento desses sujeitos que é corpo e tem corpo. Dans la relation desse sujeito de ce sujet que é corpo e tem corpo. Qui est un corps et qui a un corps. Não é? Nos trouxe, então, uma leitura. Vous nous avez apporté une lecture não é? Da loucura de la folie que o Brasil está passando. Par laquelle le Brésil est en train de passer, n'est-ce pas? Está sofrendo. Il souffre, n'est-ce pas? Ouais. Temos muito ali. Je compatis. Ok, muito obrigado. Merci beaucoup. A loucura reina, como você disse. La folie règne. Oui, c'est vrai. Não é? Bom, mas vamos lá. Eu gostaria de fazer alguns comentários. J'aimerais faire quelques commentaires, si vous permettez. Oui, bien sûr. Claro. Não é? De que você respondeu. Vous avez répondu toda a sua conferência. Pendant toute votre conférence. Aquele segundo item do seu título hoje, que é o que inoda o corpo, a linguagem e o gozo. Ce qui inonde le corps, ce qui noue le corps et la jouissance. E o gozo. Então, se eu entendi bem, si j'ai bien compris, você nos diz, é o sintoma. Vous nous dites que c'est le symptôme. Não qualquer sintoma. Non pas n'importe quel symptôme. Não é? Acho que isso é ponto de destaque. É ponto, eu diria... C'est un point à relever. Clínico. Je dirais clinique. Que todo analista precisa estar atento, né? Auquel tout analyste deve faire attention. Quel symptôme? Que amarra, que inoda o RSI. É celui qui noue le RSI. Bom,
Então, a minha pergunta para você, se você Alors, me permitir, ma question, si vous Question, me permettez. Oui. Oui, é como poderíamos pensar, não é? Comment pourrons-nous penser Essa questão enigmática cette question énigmatique que Lacan nos traz, que é que não há Lacan relação nous apporte? sexual. Il n'y a pas de rapport. Como você disse, a inexistência da relação sexual, Comme vous avez dit, la non-existence de la relation sexuelle, não é? O sintoma, le symptôme, o gozo le e que plaisir, la nó jouissance, é et quel nœud possível est possible se fazer com esse sintoma especial. avec ce symptôme spécial. Esse seria o meu primeiro comentário e agradeço se você puder tout cas, nos ajudar. Ce serait mon premier commentaire et je vous remercie de pouvoir nous aider. Ah bon. Et je vais faire ce que je peux. C'est Eu une vou fazer o question, que posso. c'est une question extrêmement difficile. É uma questão muito difícil. Alors, peut-être que la manière la plus simple Talvez a maneira mais simples d'essayer d'y répondre, de tentar responder a isso c'est d'abord de se mettre d'accord sur ce que veut dire il n'y a pas de rapport sexuel. é primeiro precisamos estar de acordo o que quer dizer sobre o que quer dizer a relação sexual. Il y a deux manières d'aborder cette formule. Há duas maneiras de abordar essa fórmula. Il y a une première manière qui consiste à considérer Existe uma primeira maneira que consiste em considerar avec Lacan com Lacan que la formule il n'y a pas de rapport sexuel que a fórmula não há relação sexual correspond à ce qu'il appelle le dire de Freud. corresponde ao que ele chama o dizer de Freud. Qu'est-ce que ça veut dire, le dire de Freud? Ah, então, o que quer dizer o dizer de Freud? Ça ne veut pas dire quelque chose que Freud a énoncé quelque part. Isso não quer dizer o que Freud enunciou em algum lugar. Ça veut dire que si on prend l'ensemble des dits de Freud, Se isso compreende um conjunto dos dizeres de Freud, ce qui en résulte, e do qual resulta c'est l'idée qu'il n'y a pas de rapport sexuel. a ideia de que não existe relação sexual. C'est-à-dire, comme Freud le disait lui-même dans Le malaise dans la civilisation, Quer dizer, como Freud dizia ele próprio no mal-estar da civilização, il y a quelque chose chez l'humain existe algo no humano qui fait qu'au niveau du sexuel, ça cloche. Ça ne va pas. Ça ne marche pas. que faz com que o nível sexual se attache, se liga. Voilà. Donc, il y a une première approche, c'est, me semble-t-il, l'approche la plus simple, c'est de dire, le dire de Freud, c'est il n'y a pas de rapport sexuel. Então, tem uma primeira abordagem, que é a abordagem que significa dizer que não existe relação sexual. Alors, l'autre manière de l'aborder, A outra maneira de averiguar, donc qui ne se supporte pas des dits de Freud, que não se trata, pardon, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? l'autre manière qui ne se supporte pas Sim. des dits de Freud, A outra maneira que não suporta o dizer de Freud c'est la voie logique, é a via lógica, qui a été celle adoptée par Lacan aquela que foi adotada por Lacan et qui l'a conduit e que o conduziu à dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel, a dizer que não existe relação sexual, sous-entendu, subentendido, inscriptible dans la structure. inscritível na estrutura. Voilà, il faut prendre l'ensemble de la formule de radiophonie É preciso pegar o conjunto da radiofonia qu'il construit que ele construiu à partir d'une thèse fondamentale en psychanalyse, a partir de uma tese fundamental em psicanálise, consiste à dire que consiste em dizer
que s'agissant du sexe, que tratando-se do sexo, s'agissant du rapport au sexe, em se tratando da relação com o sexo, l'inconscient ne connaît qu'un seul signifiant, o consciente só conhece um significante, à savoir le phallus. a saber o falos. Oui, donc, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, Então, que se seja uma mulher, il n'y a qu'un seul signifiant pour représenter le sexuel dans l'inconscient. existe só significante, pardon. Il y a Il n'y a qu'un seul signifiant só existe significante pour représenter le sexuel dans l'inconscient. Sim. para representar o sexual no inconsciente. À partir de ce moment-là, on ne peut pas écrire le rapport d'un homme et d'une femme A partir daí, não se pode escrever a relação entre um homem e uma mulher, puisque le rapport exige qu'il y ait deux signifiants distincts. pois a relação exige que exista, que haja dois significantes. Alors, donc, il me semble que même la problématique borroméenne Então, me parece que até a problemática borromeana ne rend pas possible l'écriture du rapport sexuel. não torna possível a escritura da relação sexual. Parce que tel que Lacan pose les choses, Pois, como Lacan põe as coisas, c'est essentiellement une question d'écriture. é essencialmente uma questão de escritura. C'est pour ça que le terme de rapport, É por isso que o termo relação, justement, j'allais y venir, pose problème dans les langues dans lesquelles il n'y a pas de différence entre rapport et relation. Bom, et qu'est-ce que je dois dire en portugais alors? Ah oui, Rapport alors. ou relation? Ça, je ne sais pas, Augusto, ça c'est vous qui connaissez la langue. Não, mas je crois qu'on dit relação sexual. Se diz em português relação sexual, não é? E não, oui, não é isso? Alors qu'en français, rapport sexuel et relation sexuelle, on peut faire la différence. Ah, enquanto que no francês, rapport sexual e relação sexual, Parce entre que as dans duas tem l'idée uma de diferença. rapport, Porque parce na que ideia de rapport, il y a cette question de l'écriture. existe essa questão da escritura, do escrito. C'est-à-dire, on ne peut pas écrire un rapport du type X, grand R, Y. Isso, por isso que não se pode, pardon, je me suis On ne perdu peut pas aqui. écrire un Não se pode rapport, escrever un rapport du type X, do tipo sim, sim. X, grand R, Y, A maiúsculo, Y, voilà, avec un homme et une femme, entre um homem e uma mulher, parce qu'il n'y a qu'un seul signifiant pour les deux. porque só existe um significante para os dois. Sim, sim. Alors, voilà, donc la question de la borroméanité Então, a questão da bormeanidade, situe au-delà de cette question du rapport sexuel, que vai saída, né, originada além da relação sexual, do rapport sexual, c'est une manière pour Lacan é uma maneira para Lacan d'essayer de représenter les choses de tentar representar as coisas. à partir du moment où il propose de substituer le par-l'être à l'inconscient, A partir do momento onde ele se propõe substituir o falar ser, né, de par l'être ao inconsciente, de proposer une alternative à la deuxième topique de Freud, pour le dire clairement. de propor a segunda temática de Freud, para Freud, dizer C'est-à-dire, precisamente, c'est sur le fond de la critique de la deuxième topique de Freud, quer dizer que é sobre o fundo da crítica, da segunda crítica, não é, de Freud. c'est-à-dire le ça, le moi, le surmoi et la réalité extérieure, Pardon, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? c'est-à-dire le ça, le Le ça. moi, le surmoi, C'est-à-dire le ça, que veut dire le ça? l'instance du ça, O l'instance isso, de la o puissance. eu e o super-eu. Ah, pardon. Quer Ah, dizer, o d'accord. eu, répéter a instância do pardon. Vous Do pouvez répéter la eu phrase, e do c'est-à-dire le super-eu. ça. O isso, Le o moi. eu e o super-eu. Ah, d'accord. Voilà. Donc le Merci. ça, le moi, le surmoi, Então, o ça, o eu, o sobre eu, E O super-eu. super-eu e o super-eu, super- perdão. voilà, le super-eu. super-ego.
Donc, c'est sur le fond de cette critique qu'il va proposer Então, é o fundamento nessa crítica que ele vai propor une structure du par-l'être uma estrutura do falar-se, dont le Par-l'être. support est l'imaginaire, le symbolique et le réel. no suporte do imaginário, simbólico e real, Et le quatrième rang qui va venir Et- les nouer d'une manière Et- borroméenne. o quarto que ele vê ligar, não é? O quarto ciclo. O O quarto quarto, ciclo. quarto não. nó, o sintoma. Isso. Mais vous parlez bien français, vous? C'est ça? Pardon? Ah oui, mais il y en a beaucoup qui parlent très bien, Très qui bien. ont passé, tem qui muita ont gente fait que leur fala- thèse à Paris, donc Ah, fizeram as teses em Paris, então falam muito bem francês. n'est-ce pas, Angela? Muito Não é, bem. Diana? Très bien. Obrigado, Merci. Sidi. Merci. Merci, fala. Sidi. On se dit à demain pour la table ronde. Digamos até amanhã para a mesa redonda. Sim, concluímos Oi. assim hoje? Nous Concluímos? concluons aujourd'hui, donc. Ouais. Oui, sim, sim. É. Si, si. Teríamos várias outras perguntas, Nous né? aurions Ah, si, encore il y a beaucoup des- d'autres questions. Question. Posso fazer mais uma? Je peux en faire encore Oh, oui, une? oui, bien sûr, bien sûr. Ah, tá. Então essa Claro. pergunta foi recolhida ao longo da sua fala e que também Cette question a été recueillie au long nos Então, chamou bastante atenção, et nous a que attiré é l'attention. reduzir o corpo ao imaginário, Réduire né? le corps à l'imaginaire. E aí uma colega nos trouxe o seguinte: gostaria de lhe ouvir que ela aimerait pouco qu'elle aimerait mais entendre un peu plus sobre a definição sur la définition positiva do positive corpo imaginário para a du corps psicanálise. imaginaire en psychanalyse. Oui, Pois je não? ne sais pas si je peux Eu não sei se dire posso dizer quelque chose de plus algo de mais développé en réalité. Parce que ce que je voulais dire sur la question que eu positive, queria dizer sobre a questão positiva, hein, sur l'aspect positif sobre o aspecto positivo de l'équivalence entre imaginaire et corps, da equivalência entre imaginário e corpo, c'est de considérer é considerar que tout ce que nous avons l'habitude de Que- concevoir dans la psychanalyse que tudo que nós temos o hábito de conceber na psicanálise, en termes de em moi, termos do eu, hein, en termes d'identité, em termos de identidade, en termes de narcissisme. em termos de narcisismo, C'est-à-dire que tout ce qui avait été développé dans le champ psychanalytique à ce quer propos-là dizer que tudo que havia sendo desenvolvido nesse campo psicanalítico relève du registre de l'imaginaire. tem a ver com o registro do imaginário. Alors, l'importance que ça a à mes yeux, Então, a importância que isso tem a meus olhos, a meu ver, c'est que ça vient s'inscrire é que isso se inscreve sur le fond de l'équivalence entre les trois registres. sobre o fundo da equivalência entre os Moment où on considérait que l'imaginaire, c'est rien du tout. Quer dizer que houve um momento em que se considerava que o imaginário não era nada. Ah, voilà, c'est complètement secondaire. Então, é completamente secundário. Que ce qui est important, c'est le symbolique. Que o que é importante é o simbolismo. À partir du moment où Lacan pose l'équivalence entre les trois registres, A partir do momento em que Lacan pôs a equivalência entre o corpo e o registro, on voit que l'importance du corps est centrale dans la psychanalyse. vê-se que a importância do corpo é central na psicanálise. Ce n'est pas l'effet de quelque chose. Não é o efeito de algo. C'est-à-dire, bon on sens. n'est plus dans le modèle, le paradigme signifiant-signifié, Quer dizer que a gente não está mais no modelo de paradigma significante-significado, paradigme dans lequel le signifié est secondaire. paradigma no qual o significado é secundário. Alors là, on a une égalité, une symétrie, une équivalence entre les différents ordres. Então, aqui a gente tem uma diferença entre os diferentes, uma inigualdade entre les différents, os diferentes ângulos. Donc, le corps ne vaut pas moins ni plus que le symbolique ou que le réel.
Então, o corpo não tem nada. Pardon, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Le corps n'est ni supérieur ni inférieur Nem é inferior, nem superior au réel ou au symbolique. ao real ou ao simbólico. Voilà, il y a une équivalence entre les trois registres. Poxa, então, existe uma equivalência entre os três registros. Et je trouve que c'est un point qui est une contestation fondamentale de tout ce qui a précédé dans l'enseignement de Lacan. Eu acho que é um ponto importante de tudo que precedeu, que a preceder, pardon, Dans l'enseignement de Lacan, ao ensino de Lacan, et qui donne au corps sa vraie place dans la psychanalyse. e que dá ao corpo seu verdadeiro lugar na psicanálise. Muito bem. Très bien. Très bien, on se dit à demain. Muito Merci obrigado, beaucoup. Ficamos Sidney. Obrigado. até amanhã. Merci beaucoup. Obrigado, les Até amis. amanhã. Teríamos Merci. outras Amanhã. perguntas, mas fica para amanhã ou em outra Nous déposerons oportunidade. demain. Ouais, entendu, à demain. Ok, Merci, um à demain. abraço. Até amanhã.